Bonjour à tous, enfants du cinéma et ou jeunes pousses de la science et tous ceux qui nous écoutent en tentant de donner du sens à leur feuille d'impôt. Dans tous les cas, bienvenue dans ce nouvel épisode de 7ème Science où le 7e art la ramène sa science, un podcast produit par Binge Audio et Sorbonne Université. Le principe est assez simple, on prend un film, on se pose des questions plus ou moins insolites et on fait répondre un ou une experte. Ce mois-ci, le film choisi est Tanguy d'Étienne Châtillez et la question que je me pose, que tout le monde se pose, c'est quand est-ce qu'on est adulte ? Pour cela, nous allons réfléchir aux différents âges de la vie, à la définition de ce qu'est l'adultité et à une éventuelle guerre des générations. Pour cela, nous avons à notre côté un expert, Pierre-Henri Tavoyot, philosophe et maître de conférences en philosophie à la faculté des lettres de Sorbonne Université, président du collège de philosophie. Il est également l'auteur de l'essai Philosophie des âges de la vie aux côtés d'Éric Deschavannes aux éditions Grasset. Bonjour Pierre-Henri. Bonjour. Tu trouves normal qu'il n'ait toujours pas quitté le nid ? C'est vrai que tu perds la tête, tu radotes. Et oui, je radote par la force des choses, les années passent. Il est toujours chez vous. Il fait ses études. Maintenant, c'est plus les 30 glorieux. Si t'as pas minimum bac plus 10, tu vas direct à la NPE. Mais c'est pas vrai. Tous les indicateurs sont au beau fixe. Quand il a passé son bac, il y avait 3 millions de chômeurs. Sciences Po, normal supérieur. Une agrègue de philo, du japonais, une maîtrise de chinois. Alors si lui est au chômage, l'ensemble de l'humanité le sort. Il présente sa thèse en juin et il prend son poste à Pékin en septembre. Mais ta vie, c'est pas encore gagné. Bon, t'as choisi. Un gosse qui est né avec 13 jours de retard, il aura toujours du mal à partir. Avant de rentrer dans le vif du sujet, petit rappel des faits dans Tanguy. Sorti en 2001, le film suit donc Tanguy, un jeune homme charmant et brillant de 28 ans, en pleine thèse sur l'émergence du concept de subjectivité en Chine ancienne, maîtrisant le chinois et le japonais. Tout semble être le mieux dans le meilleur des mondes pour ce garçon, si ce n'est un petit hic. Il vit toujours chez ses parents. Enfin, le hic, c'est plutôt pour ses parents, puisque Tanguy, lui, est plutôt parfaitement satisfait de cette situation. Et en même temps, on le comprend, qui aurait envie de quitter un logis où l'on n'a qu'à mettre les pieds sous la table sans la moindre responsabilité, si ce n'est celle de sa propre petite personne. Sauf que trop, c'est trop pour Paul et Edith, ses parents, qui décident de faire de son existence un enfer pour le forcer à quitter leur luxueux appartement. Avez-vous vu le film, Pierre-Henri ? Oui, bien sûr, oui. Et qu'est-ce que vous en pensez de ce film ? C'est un film qui est formidable, d'ailleurs, qui est à tel point formidable qu'il a donné lieu à une expression, donc ce qui prouve le succès et l'acuité de ce film. C'est-à-dire que, voilà, on dit un Tanguy aujourd'hui pour parler effectivement de ces jeunes qui ne veulent pas sortir de la jeunesse. Alors, ça, c'est le côté extrêmement brillant du film qui est très révélateur. Bon, les sociologues nous disent, malgré tout, que le phénomène Tanguy n'existe pas. C'est vrai que la jeunesse devient de plus en plus longue, mais que, malgré tout, les jeunes ont quand même envie de quitter leurs parents, et c'est quand même plutôt bon signe. On va y revenir tout au long de ce podcast. Donc avant de revenir un petit peu sur exactement ce que vous évoquiez, Pierre-Henri, vous êtes expert en philosophie morale et politique. En quoi ça consiste ? La philosophie morale et politique, c'est une des branches de la philosophie qui s'intéresse effectivement plutôt aux questions de droit et aux questions de politique. Et donc, réfléchir à ces questions, c'est se dire le droit, la morale, c'est que dois-je faire ? Et la politique, c'est comment vivre ensemble sans s'entretuer. Voilà, c'est ces deux grandes questions qui sont, vous en conviendrez, assez importantes. Mais philosophie des âges de la vie, ça pourrait ne pas rentrer dans cette affaire, parce qu'on se dit c'est quelque chose d'existentiel. Alors, il y a une éthique des âges de la vie, ça c'est important, enfin, comment vivre chaque étape, et puis aussi comment vivre sa vie du berceau à la tombe. C'est la question philosophique par excellence, et en ce sens, cette question des âges de la vie est vraiment un axe directeur de tous les penseurs depuis l'origine de la philosophie. Non, c'est vrai qu'on ne penserait pas aux philosophes d'office quand on parle des âges de la vie. On a plus tendance à penser à quelqu'un qui serait de l'ordre presque de la médecine, on ne sait pas justement. Ou un psychologue, souvent. Ou un psychologue, voilà, tout les à fait. deux. Oui, tout à fait. D'ailleurs, ce point de vue-là, c'est très intéressant. Les savoirs positifs sur chaque âge de la vie ont considérablement augmenté. C'est-à-dire qu'en sociologie, en histoire, en anthropologie, en médecine, bien sûr aussi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on a un problème d'âge, on va plutôt voir soit le médecin, soit le psychologue. Mais le prix de toutes ces grandes recherches et importantes recherches, c'est qu'on a fragmenté l'existence. Et donc, c'était intéressant. C'était ça le projet de philosophie des âges de la vie au départ. C'était de se dire, essayons de repenser tous ces âges ensemble, parce qu'après tout, c'est en général une seule et même personne qui les vit. Donc, autant remettre un peu de cohérence dans tout ça, mais sans rien perdre de l'extraordinaire acquis de toutes les sciences humaines et les sciences dures sur chacun de ces âges.
Et d'ailleurs, vous disiez au début que, en effet, il y a une expression qui a été créée à partir du film, être un Tanguy. Donc, ne pas vouloir quitter la maison, ne pas vouloir quitter le cocon familial, les parents, rester peut-être un peu adolescent ou un peu enfant. Mais vous disiez que c'est pas vraiment réel, mais c'est devenu presque un phénomène. Et c'est ce côté, est-ce que c'est récent, en fait, cette perception, en tout cas, de l'adolescent qui veut pas partir? Alors, c'est là où il faut apporter pas mal de nuances. C'est-à-dire qu'il y a un fait incontestable, c'est que la jeunesse s'est considérablement élargie. Si vous voulez, pour prendre une comparaison spectaculaire, dans les sociétés traditionnelles, comme on dit les sociétés sauvages, la jeunesse, au fond, ça dure 3 jours. C'est ce qu'on appelle le rite d'initiation. C'est-à-dire qu'on passe de l'enfance à l'âge adulte par ce rite d'initiation, et ça va assez vite. C'est un peu brutal, il faut reconnaître, mais ça va assez vite. Ce qui caractérise les sociétés modernes depuis, on va dire, le XVIIIe siècle, c'est que cette période de transition entre l'enfance et l'âge adulte s'est considérablement élargie. Au bas mot, aujourd'hui, c'est plus 3 jours, c'est 15 ans. On sort de l'enfance de plus en plus tôt et on entre dans l'âge adulte de plus en plus tard, voire certains disent qu'on y rentre même plus du tout. C'est ça la crise de l'âge adulte, je n'y crois pas, mais en tout cas, c'est souvent ce qu'on entend. Et donc, ce que révèle ce film Tanguy, c'est en effet ce constat d'une jeunesse qui dure de plus en plus longtemps. Alors, c'est une période de transition, qui a été favorisée par la naissance de l'école, assez largement, par le fait que le travail a été interdit pour les enfants. Donc, c'était quand même une manière de rentrer dans la vie adulte assez brutale. Il fallait bosser, et souvent très très dur, et tous les jours. Et donc, on a en quelque sorte protégé à la fois l'enfance, mais aussi cette période de transition. Ça, c'est vraiment la nouveauté. Et puis, avec l'individualisation, le fait que, justement, cette attention portée aux jeunes, le fait qu'on essayait de favoriser leur épanouissement est devenu d'une certaine façon une idéologie dominante, c'est-à-dire qu'on est très attentif alors qu'auparavant, disons que les jeunes, il fallait qu'ils fassent le boulot et qu'ils deviennent adultes et qu'ils endossent l'uniforme de l'adulte. Voilà la nouveauté et ce qui fait effectivement que cette jeunesse est plus longue. Alors, est-ce que pour autant le phénomène Tanguy est réel ? À mon sens, pas totalement, pas du tout même, parce que la jeunesse est une période de transition, mais cette période de transition se joue sur beaucoup de registres, c'est-à-dire qu'on va faire des jobs, on va quitter ses parents, peut-être y revenir à un moment donné, mais on va faire un voyage à l'étranger, c'est beaucoup plus flexible que ce que décrit le film, mais encore une fois, ce film a l'intérêt d'être un révélateur. Et justement, vous dites que la jeunesse, en tout cas cette période-là, c'est allongé, c'est élargi. C'est peut-être dû aussi à des progrès scientifiques, c'est-à-dire dans le sens au niveau de la médecine, on reste vivant plus longtemps. Oui, c'est intéressant ce que vous dites, parce qu'en fait, souvent on dit que l'espérance de vie, on la gagne à la fin, c'est-à-dire on est vieux plus longtemps, si je puis dire. Mais en fait, quand on y réfléchit, on a gagné 2 transitions, 2 âges. À l'âge naturel, si je puis dire, il y a 2 âges qui existent, c'est l'enfance et l'âge adulte. Il n'y a pas de jeunesse, parce que la jeunesse, au fond, c'est j'ai la capacité de procréer, mais je n'ai pas le droit social de le faire, ce qu'on appelle le moratoire. Or, cet âge-là, c'est considérablement élargi. Et puis, il y a un autre âge qui, évidemment, apparaît, c'est la vieillesse. À l'âge naturel, si tu veux, il n'y a pas de vieillesse, on se fait bouffer avant par les prédateurs. Les civilisations humaines inventent cette vieillesse, c'est-à-dire protègent cette vieillesse en se disant elle peut servir à quelque chose, notamment à la transmission de culture ou à l'arbitrage des conflits, mais enfin, la vieillesse a un avantage, un intérêt civilisationnel. Donc, en fait, on a gagné en espérance de vie au milieu et à la fin. Et paradoxalement, l'enfance tend à devenir de plus en plus restreinte, plus courte, et puis l'âge adulte devient indéterminé. Je ne dis pas qu'il disparaît, au contraire, je pense qu'il reste présent, mais il devient indéterminé, on a du mal à le définir. Alors on va s'amuser à le définir après, je sens que ça va être une grosse partie en tout cas de ce podcast, mais déjà à partir de quand on a à peu près imaginé ces âges de la vie ? Parce que vous parliez de l'état naturel où il y a l'enfance et l'âge adulte, point, prédateur, mort, ça vient de me terrifier, et puis, mais en fait à partir de quel moment on a défini qu'il y avait l'enfance, l'adolescence, l'âge adulte et la vieillesse ? Alors, c'est une comptabilité qui apparaît en fait assez tôt. Elle apparaît dans les sociétés traditionnelles d'abord à travers ce qu'on appelle les rites de passage, qui partitionne la vie en étapes, avec l'idée que c'est la collectivité qui décide pour l'individu. C'est-à-dire la collectivité décide à un moment donné, il est temps de devenir grand, il est temps de se marier, il est temps d'avoir des enfants, il est temps de devenir vieux, il est temps de mourir, le cas échéant. À chaque fois, on décide. Et donc, on a, sur la base de ces rites, ensuite théorisé. Et ça, on trouve ça assez tôt dans toutes les grandes civilisations, que ce soit en Chine, en Inde ou en Grèce, où très très rapidement, on a produit ce qu'on appellerait volontiers une physique des âges. Et la question du nombre d'âges est quelque chose qui passionne.
Alors on peut en envisager 4, comme vous venez de le faire, mais on peut aussi en envisager 7, comme les planètes à l'époque, ou comme les jours de la semaine. On peut en envisager 3. Avec ça, c'était l'idée d'Aristote qui disait il existe un sommet de la vie. C'était un jeu de mots en grec archaïque, bios, la vie. Esti bios, c'est un arc, c'est comme un arc. Et donc il y a un sommet de l'existence, donc une montée, un point culminant et une chute. Et il situait très très précisément, Aristote, cette chute, ce point culminant. Il disait c'est 35 ans pour le corps, voilà, et 49 ans environ, j'aime bien le environ, pour l'esprit. Ok, voilà. Mais finalement, 49 ans, ça n'a pas autant changé que ça, c'est-à-dire sommet de la vie à 49 ans, et puis au-delà, si je puis dire, voilà, le déclin commence. Mais ce qui est intéressant, c'est que tous ces chiffres 35 et 49 sont des chiffres aussi très symboliques. Et donc, on va réfléchir à la numérologie des âges. Il y aura des âges critiques, ce qu'on appelle les climactérites. C'est des âges où multiples de 7 ou multiples de 9. Alors là, il faut vraiment faire attention parce que c'est très très critique. Voilà. Donc ça va déployer une sorte de réflexion sur les âges qui va trouver aussi des images dans la peinture où on va définir des escaliers, on va définir des échelles d'âge. Enfin, il y a vraiment une production artistique tout à fait considérable qui est tout à fait passionnante à étudier. Et donc on en vient aussi à notre film, Tanguy, parce que ce que reprochent finalement les parents Paul et Edith à ce cher Tanguy, c'est que il a 28 ans, il a visiblement une capacité financière tout à fait correcte, et il est éduqué, il sait très bien se comporter. Voilà, a priori, il a tout pour rentrer dans l'âge adulte et il le refuse totalement parce qu'il a l'air très très bien là où il est. Oui, et puis il a les parents sympas en plus, donc en plus, les parents au départ, sont cool. Donc, voilà, plutôt ça, cool. On y reviendra d'ailleurs sur ce côté très protecteur des parents, ce qu'ils s'aperçoivent peut-être au fur et à mesure aussi, mais donc il lui demande d'être adulte à un moment donné, finalement, de grandir un petit peu et d'être adulte. Mais concrètement, et là on va rentrer dans le dur, comment on définit l'âge adulte ? Parce que, par exemple, beaucoup de gens, moi comprise, à plus de 30 ans, je ne me définis pas tout à fait comme adulte. C'est très compliqué de le dire. Donc, quel moment on est adulte ? Est-ce qu'il y a un âge ? Est-ce qu'il y a quelque chose ? Comment on définit un adulte ? Alors c'est là où les choses ont un tout petit peu changé par rapport au passé. C'est-à-dire que dans le passé, vous aviez des marqueurs sociaux assez clairs, ce qu'on appelait effectivement, encore une fois, les rites de passage ou les rites d'initiation, qui marquaient de manière définitive l'entrée dans une nouvelle étape de la vie. J'allais dire, avec le service militaire, qui était sans doute le dernier rite de passage, et je tiens à le remarquer uniquement pour les hommes, parce que n'oublions pas qu'à l'époque, il n'y a pas si longtemps, seuls les hommes étaient des adultes de plein exercice. Donc les femmes, on leur refusait cette d'être adultes. Totalement. Qualification d'adulte. Même dans les années 70, vous relisez les débats parlementaires, le synonyme d'âge adulte, c'est âge viril. Super. Aetas virilis. Donc la grande révolution qui a eu lieu depuis 50 ans est tout à fait bouleversante. C'est que les femmes sont devenues des adultes comme les autres, c'est-à-dire des adultes de plein exercice, ce qu'elles n'étaient pas. Elles pouvaient acquérir une forme de perfection à travers le statut de mère ou d'épouse, mais adultes à part entière, non. Parce qu'elles étaient, mais qu'elles n'étaient pas considérées comme telles. Bien sûr, oui, on est bien d'accord. Mais vous voyez, c'est-à-dire l'ensemble de la société ne les considérait pas comme telles. Donc on a là vraiment, si vous voulez, les révolutions sociales sont en fait très rares. On vient d'en vivre une bouleversante. C'est-à-dire aujourd'hui, vous voyez, même ça choque le fait que je puisse dire ça. Les femmes sont des adultes comme les autres. Bien sûr, mais il y a 50 ans, c'était pas du tout l'évident. Ce n'était pas du tout clair. Et si vous vous replongez dans des magazines féminins d'il y a une cinquantaine d'années, vous allez tomber des nues. Leur lecture est sidérante. Donc il y a un vrai exotisme dans cette affaire. Donc ça, c'est la vraie nouveauté. Et cette entrée dans l'âge adulte, du coup, devient, aussi parce que les femmes sont devenues des adultes comme les autres, ça brouille l'image de l'adulte. C'est ça, au fond, la crise de l'âge adulte que nous vivons aujourd'hui, c'est qu'il y a 100% d'adultes en plus. Et ça change beaucoup la donne. Et puis, par ailleurs, ces rites sociaux ont disparu. Donc, être adulte aujourd'hui, c'est avant tout une expérience personnelle. Donc, il y a un test très simple à faire, et je vous invite à le faire, qui est très révélateur, c'est aller dans votre entourage et poser la question, est-ce que vous vous sentez adulte ? Vous êtes très frappé du fait que les gens rechignent un peu à se dire adulte parfois. Ils se disent, oui, mais je suis un peu enfant aussi, puis je suis jeune. Voilà. Bon. Et puis, par ailleurs, deuxième question, pour ceux qui disent, oui, d'accord, je suis adulte, et vous dites, à quel âge vous êtes devenu adulte ? Et ça, c'est une question extrêmement intéressante. Moi, depuis la parution du livre, je l'ai posé dans le monde entier. Et au fond, les réponses sont assez similaires. La réponse qui vient en premier, c'est l'expérience de la parentalité. On devient adulte quand on a des enfants.
Ce qui ne veut pas dire que tous les parents sont adultes et ni que tous les adultes soient parents, on est bien d'accord, mais c'est une expérience marquante. C'est aussi l'entrée dans le monde professionnel, stable. C'est aussi éventuellement des expériences plus traumatisantes, plus tristes, le décès des parents. C'est aussi des expériences où on manifeste sa liberté, c'est-à-dire par exemple un séjour à l'étranger. Voilà, toute une série d'expériences qui marquent une forme d'entrée, mais personnelle, dans l'âge adulte. Ça peut arriver à n'importe quel âge, assez tôt ou assez tard, par étapes ou brutalement, mais voilà, on est capable de définir ce qu'est un adulte, en tout cas ce qu'est l'entrée dans l'âge adulte. Au fond, il y a deux idées, une vie affective et une vie professionnelle. Voilà, c'est, comme disait Freud, on est guéri quand on sait aimer et travailler. J'ajouterais qu'on fait les deux, sinon en même temps, parce que c'est un peu difficile, mais en tout cas, qu'on est capable de les mener de front. Et ça marque une entrée dans l'âge adulte. Mais, entrant dans l'âge adulte... J'aime bien le « mais », c'est important. Nous avons toujours le sentiment de ne pas l'être totalement. C'est ce que j'appellerais le syndrome de l'imposteur. Qui est un syndrome assez connu. Beaucoup de gens en parlent de ce syndrome de l'imposteur. Je le ressens particulièrement, voilà. Par exemple. Moi-même, comme ça, vous m'avez présenté, prof à la Sorbonne, tout ça, on se dit... Ça fait très adulte. Ça fait très, très adulte. Mais moi, je sais au fond de moi ce qui me manque. Et si j'arrive à faire illusion auprès des autres, et vous peut-être, peut-être plus maintenant d'ailleurs, mais c'est parce que... C'est fini maintenant, oui. Voilà, c'est fini. Le charme est rompu. J'essaie d'en imposer, mais au fond de moi, je sais ce qui me manque et je sais toutes les failles qui sont en moi. Donc, au fond, finalement, le fait de ne pas se sentir adulte, c'est peut-être ça qui caractérise l'adulte. Parce que le jeune... Il y a un côté je sais que je ne sais pas, un peu socratien. Un peu socratique, oui, tout à fait, ou socratien. Non, mais pas le problème. Et alors que le jeune, il sait tout. Il sait tout. Le jeune, il sait tout. Il n'a pas besoin de... Vous voyez, quand vous dites un conseil à un jeune, non, mais je sais, il sait tout. Le petit doute marque en fait l'entrée dans l'âge adulte. Ça ne veut pas dire un doute destructeur. C'est pas l'idée, c'est foutu, je ne sais pas où je vais. C'est l'idée, au contraire, on ne sait pas tout, on ne peut pas tout, mais on est capable de se débrouiller et surtout d'être responsable de ce dont on est responsable. C'est pour ça que, effectivement, le fait d'avoir autour de nous des gens qui comptent sur nous, des enfants, des élèves, des collaborateurs, peu importe, c'est ça aussi qui nous fait grandir. Au fond, c'est en faisant grandir les autres qu'on grandit soi-même. Mais donc le marqueur, par exemple, du passage à 18 ans, on dit qu'à 18 ans, c'est là où on fait la différence entre un mineur et un majeur. Et donc on imagine qu'à 18 ans, on est adulte, en termes purement techniques juridiques, voilà, de la loi. Et est-ce qu'à un moment donné, être adulte, ça a été aussi tout simplement un âge vraiment, là où maintenant c'est peut-être plus une perception, un ressenti, est-ce qu'à un moment donné, être adulte, vous parliez d'âge viril tout à l'heure, est-ce qu'il y a eu un moment donné où c'était une sorte de costume, d'uniforme qu'on remettait. Tout à fait. Il y a une période où effectivement on endossait cet uniforme. On le définissait d'ailleurs. Il y a des textes dans les années 1890 où on dit voilà, un adulte c'est un père de famille, un soldat, un citoyen. Voilà. Donc vous voyez, c'est assez peu féminin comme portrait, mais c'est effectivement l'uniforme qu'on endosse. Et si vous voulez, la vraie nouveauté, c'est que d'abord c'est plus un uniforme qu'on endosse, c'est une expérience dans laquelle on entre et avec le sentiment de ne l'être jamais complètement. Au fond, on est adulte quand on s'aperçoit que l'adulte est un horizon et qu'on n'y arrivera peut-être jamais. L'être humain a deux vies et la deuxième vie commence quand il s'aperçoit qu'il n'en a qu'une. C'est du Confucius. C'est du Confucius. Là, toutes ces références, c'est très confusant tout quoi. Ah, mais vous me faites mal! Trop contracté, le liquide peut pas se diffuser. Il nous assigne cet enculé. Et t'as vu qui c'est son avocat? Bruno Lemoine. Bruno Lemoine, qu'on a traité comme notre propre fils, qu'on a hébergé, qu'on a quasiment élevé, qu'on a emmené 100 fois vacances. Merde. Aïe. C'est malin, vous gigotez, j'ai cassé l'aiguille, moi. Tu peux appeler Jacqueline? Dis-lui que je veux un rendez-vous dans la journée avec Padinier. 28 ans, ce petit trou du cul ose nous attaquer alors qu'il gagne 25 000 balles par mois. Je veux que vous me le massacriez, qu'il se couvre de ridicule, qu'il soit la risée de tous les merdeux des générations présentes et futures, qu'il n'ose plus se regarder dans une glace jusqu'à la fin des temps. Vous m'entendez? On va s'y employer, Paul. On va s'y employer. Oh. Calmez-vous. Non, se calmer. Bien sûr, mais enfin, comprendre. Et je vous raconte pas tout, hein.
Dans le film, on s'aperçoit aussi que, par exemple, être adulte, c'est quand même aussi beaucoup de responsabilités. On le voit à travers les personnages de Paul et Edith, donc les parents de Tanguy, qui donc à la fois doivent s'occuper de leur fils. C'est même écrit dans la loi, légalement, il parle de l'article 203 qui obligerait les parents à venir à s'occuper de leur enfant, en tout cas, et à venir à ses besoins. Et aussi des personnes plus âgées, c'est-à-dire de leurs parents à eux. Donc il parle de l'article 205, je ne sais pas si ce sont les vrais articles, j'aurais peut-être dû vérifier, mais il parle de ces deux articles-là qui obligeraient l'adulte de prendre en charge deux âges de la vie, deux autres âges qui l'entourent. Donc l'âge adulte, c'est quand même pas un âge marrant finalement. Non, c'est un âge pivot, comme on dit, c'est-à-dire, voyez, aujourd'hui, si vous voulez, les actifs, ils doivent financer les retraites et financer les études. Donc effectivement, il y a un côté, alors même que leur part démographique tend à baisser par rapport à un troisième âge qui augmente et puis une jeunesse qui est aussi présente, voilà, ça peut être compliqué, cette affaire. Et c'est vrai que ça rend cet âge adulte pas forcément attractif. C'est pour ça d'ailleurs que les plus belles interprétations de la jeunesse aujourd'hui, la définissent non pas comme un âge où on refuse d'être adulte. Je pense là aux thèses d'un sociologue qui s'appelle Olivier Galland. C'est pas le refus d'être adulte, c'est l'idée qu'il va falloir s'entraîner. C'est un âge d'expérience et on va expérimenter avant d'entrer effectivement dans les responsabilités. Parce qu'il faut qu'on s'entraîne, il faut qu'on s'endurcisse, il faut qu'on teste en termes affectifs, savoir effectivement si on est sûr de notre choix, en termes professionnels, en termes d'études. Et donc la jeunesse est une sorte de voyage expérimental, roman de formation comme on disait jadis, un voyage expérimental où on s'entraîne à acquérir ce qui va nous permettre d'être adulte. Donc là ce serait, disons, ma réserve à l'égard du film Tanguy. Je ne pense pas que le jeune refuse de grandir ou d'entrer dans l'âge adulte, mais il se dit ça va être difficile et donc il va falloir que je m'arme pour y rentrer en pleine connaissance de cause. Voilà, ce qui me paraît être davantage la réalité. Et on s'aperçoit d'ailleurs en Europe qu'il y a des schémas qui sont assez différents. Par exemple, l'Europe du Sud, on quitte le domicile familial vers 28 ans, mais avec l'idée qu'il faut avoir tout emmagasiné pour soi-même créer une famille. Donc c'est 28 ans. En France et en Allemagne, qui sont des modèles intermédiaires, on quitte en général la famille vers 23 ans, 24 ans, avec une aide qui va deux instances qui vont nous aider à rentrer dans cet âge adulte, c'est à la fois l'État et la famille. Et puis, dans les pays du Nord, la sortie du domicile familial est beaucoup plus précoce, c'est 20 ans, 21 ans, donc Norvège, Danemark, etc. Mais on se lance dans là aussi un trip où on va, pendant presque 10 ans, associer job, études, voyage, expérience, enfin, vous voyez, les années de césure dont on parle si souvent. Et donc, vous voyez, il y a des stratégies européennes qui correspondent d'ailleurs aux 3 États-providence, 3 modèles d'État-providence, où on entre dans l'âge adulte avec une rythmique assez différente. Et tout à l'heure, vous disiez qu'il faut s'armer. Enfin, vous parliez de le jeune peut-être, et vous parliez de Tanguy, qu'il a peut-être besoin de s'armer. Et on voit à un moment donné où il est forcé par ses parents à prendre un appartement. Ça se passe pas bien du tout. Mais alors du tout, il en fait des crises d'angoisse complètement. Il se sent pas prêt, ne serait-ce qu'à gérer son chez lui à tous les niveaux. Et on se demande un petit peu aussi le rôle des parents dans cette histoire, parce qu'on comprend que Tanguy a été un garçon très très choyé, très très protégé aussi, ce que s'aperçoit sa mère, notamment au fur et à mesure du film. Donc est-ce que aussi c'est le rôle des parents de peut-être pas trop protéger les enfants ? C'est une grande question. Ça, c'est même la question centrale, c'est que effectivement, si on est, alors, vous voyez, on est tous convaincus par exemple, l'idée de la protection de l'enfance, qui nous paraît quelque chose de formidable et à juste titre, bien sûr. Mais il faut aussi prendre conscience qu'à trop protéger l'enfance, eh bien, on l'empêchera de grandir. Et donc, en fait, au fond des choses, l'axe éducatif n'est pas de protéger l'enfance. L'enfance, il faut plutôt la tuer. Doucement, calmement. Oui. Mais ce qu'il faut protéger, c'est la volonté de grandir. C'est ça le vrai but. Pas trop vite, pas radicalement. Il faut protéger cette volonté de grandir. Ça veut dire qu'à un moment ou à un autre, effectivement, les parents vont devoir accepter d'être des vieux cons. Voilà. C'est très dur.
C'est très très dur, c'est très traumatisant, mais si on veut que nos enfants grandissent, il faut qu'à un moment ou à un autre, ils nous considèrent comme des vieux cons, qui soient très en colère contre nous. Et d'une certaine façon, on est devenu tellement sympa, tellement négociateur, que c'est pas forcément rendre service aux enfants que de le faire. L'entrée dans l'âge adulte, c'est vraiment l'entrée dans 3 expériences. Si on définit cette fois-ci philosophiquement ce qu'est l'adulte, c'est en fait très simple parce que ça relève du bon sens. Et quand on interroge les gens, c'est les 3 mots qui ressortent. C'est l'expérience. On est adulte quand on a de l'expérience. On est adulte quand on est responsable. Et on est adulte quand on est autonome. Ces 3 idées sont extrêmement puissantes parce que c'est pas simplement l'expérience, c'est pas simplement le fait d'avoir tout vu, tout fait. C'est le fait d'avoir suffisamment expérimenté pour être capable de faire face à ce qu'on n'a pas expérimenté. Donc l'expérience, ça suppose de prendre conscience qu'on n'est pas tout puissant. Voilà. Alors que le jeune a tendance à l'être. Donc c'est une expérience très, très importante. La responsabilité, c'est effectivement pas la responsabilité de ses actes. Ça, c'est à la portée de n'importe qui. C'est responsabilité pour autrui. C'est-à-dire le moment où on arrête de penser qu'à sa pomme, si je puis dire, et on se dit que voilà, on a intérêt à faire grandir les autres. Pourquoi ? Encore une fois, parce que c'est comme ça qu'on grandira soi-même. C'est la seule méthode. Il n'y a pas d'autre manière de grandir. Hein. Sinon, c'est l'égocentrisme absolu. Donc, expérience, responsabilité et autonomie, c'est-à-dire... L'autonomie, c'est l'idée que on s'est un peu réconcilié avec les autres par la responsabilité, avec le monde par l'expérience, et maintenant, le reste le plus dur, c'est de se réconcilier un peu avec soi, sans complaisance, c'est-à-dire, il ne faut pas tomber dans l'amour de soi ou dans le narcissisme, c'est se dire, voilà, il y a des choses que j'ai faites, je commence à me connaître un peu, mais en même temps, il y a des choses qui restent encore pour moi des éléments de surprise. Tout n'est pas foutu, tout n'est pas possible, et entre les deux, je peux continuer à avancer et potentiellement aussi vieillir. Ce qui est intéressant. Comme disait Solon, le vieux sage Solon, en vieillissant, je continue d'apprendre. C'est-à-dire, grosso modo, en vieillissant, je continue non pas à grandir, mais à m'élargir. Le corps fonctionne comme ça. C'est quand on arrête de grandir, en général, on commence à s'élargir. Eh bien, l'esprit, et c'est beaucoup plus positif, peut fonctionner de la manière suivante. Et c'est effectivement un projet de vie d'autant plus intéressant qu'il y a aussi l'espérance de vie qui augmente. Et vous parliez donc, il faut devenir un vieux con. C'est très intéressant. Et tout à l'heure, vous disiez que les jeunes avaient tendance à penser qu'ils ont tout vu, tout fait, et qu'ils savent un petit peu tout. C'est des petits cons. Qu'ils sont des petits cons. Donc, il y a les petits cons et il y a les vieux cons. Très bien. Et on le voit donc il y a une opposition qui se crée naturellement. Oui. Et c'est même incarné dans le film par la guerre que se font enfants et parents. Littéralement, hein, c'est une guerre psychologique, physique. Ça va même jusqu'au procès. Ouais. Donc, on va très, très loin dans cette idée de la guerre. Et il y a aussi une notion qu'on ne partage pas les mêmes centres d'intérêt. On ne se comprend pas, on ne se comprend plus. Donc, est-ce que, par essence, il faut qu'il y ait une guerre entre les générations ? Alors, là-dessus, il faut vraiment apporter une distinction. Cette guerre générationnelle est indispensable pour grandir sur le plan individuel. Maintenant, si on la transpose sur la société, alors là, on va se planter totalement. Parce qu'il n'y a pas de guerre de génération dans la société. Ce qui caractérise la société contemporaine, c'est précisément au contraire que sur le plan des valeurs, sur le plan de la solidarité, sur le plan même des préoccupations politiques, on a de formidables convergences intergénérationnelles. Souvent on parle, vous voyez, de la fracture numérique, on parle de la fracture environnementale, c'est-à-dire que vous avez une génération des écrans et puis une génération du livre. Vous auriez une génération de la pollution puis une génération de l'environnement. Mais en fait, c'est totalement faux. C'est la totalité de la société qui est entrée dans le numérique. C'est pas simplement les jeunes. Il y a des jeunes qui sont handicapés numériquement et des adultes qui sont des pires geeks. Moi, je me fais souvent reprocher par mes propres enfants d'avoir le nez collé à mon téléphone portable. Ils me disent, mais enfin, c'est pas sérieux. Toi, le philosophe. Bon, je me fais engueuler. De la même manière, sur l'environnement, c'est les fameuses expressions « OK boomer », c'est-à-dire vous êtes pollueur, mais nous, on va sauver la planète. C'est une bêtise, j'allais dire un mot pire, c'est une bêtise. C'est l'ensemble des générations qui est rentré dans la préoccupation environnementale. Les leaders écologistes aujourd'hui sont plutôt, je pense à Danny Cohn-Bendit, c'est quand même des gens qui sont plutôt âgés. Et donc, ce qui est très spectaculaire, c'est que toutes les générations sont entrées ensemble dans la préoccupation environnementale. Ça ne concerne pas simplement une génération. Il reste des clivages, mais qui ne sont pas, à mon sens, générationnels, qui restent encore sociaux, territoriaux. Là, oui, ça reste encore, mais de génération, au contraire, grande convergence et pas de guerre. Donc, ce qui vaut pour l'individu, nous devons, à un moment donné de notre vie, détester nos parents.
Et peut-être les parents doivent détester leurs enfants. Ça, c'est indispensable. C'est ce que raconte la mythologie. Zeus contre son père Cronos, voilà, c'est les archétypes. Mais pour décrire la société, alors là, on va se tromper lourdement, et notamment dans cette période de Covid, où justement on est tenté de remobiliser ce vieux scénario. C'est une erreur. Il n'y a pas de guerre intergénérationnelle, plutôt une augmentation de la solidarité. Mais vous comprenez quand peut-être des générations qui arrivent, même plus jeunes que moi, hein, ou même moi je suis déjà peut-être has-been complètement, des générations plus jeunes qui ont des réflexions sur la société au niveau de l'écologie, mais aussi des questions sur le genre, sur le féminisme, qui viennent taper un petit peu aussi à la porte de générations plus anciennes, de dire, voilà, peut-être que votre façon de penser, elle est autre et qu'il faut changer les choses et on a besoin de faire un peu la guerre à votre façon de penser. Oui, mais justement, je ne vois pas, parce que je pense que les plus militants sur ces questions, ce n'est pas des thématiques forcément avec lesquelles je suis toujours d'accord, mais ce sont plutôt des gens, des professeurs installés, qui peuvent être mes collègues, qui ont 50, 60 ans, et qui sont encore peut-être plus militants que les jeunes d'aujourd'hui. Donc, je pense que c'est pas du tout... Enfin, c'est une erreur de voir ça comme un phénomène général. Que ce soit un phénomène de l'ère du temps, oui, ça existe, hein, sur le décolonialisme, sur l'environnement, mais toutes les générations sont concernées. On l'a vu au propos des retraites, les manifestations sur les retraites, toutes les générations étaient présentes, y compris les étudiants qui manifestaient aussi. On le voit sur les manifestations pour la planète. Vous regardez, c'est pas du tout, il n'y a pas que des jeunes qui sont dans la rue, c'est toutes les générations qui sont confondues. Donc c'est vraiment une erreur de plaquer la grille intergénération, de la guerre des générations sur ces questions-là. Encore une fois, comme pour la révolution du féminin, la manière dont la totalité de la population a changé sa manière de voir sur la question environnementale, ses pratiques quotidiennes, est absolument spectaculaire et très rapide et concerne tous les âges. Et je reviens sur le Covid que vous avez, la Covid, que vous avez évoqué tout à l'heure. Est-ce que, en opposant finalement, parce qu'on dit que voilà, on enferme les jeunes pour protéger les vieux, je caricature. Oui. Y a cette idée. Est-ce qu'on est en train artificiellement de créer une opposition entre les générations ? Là aussi, c'est très tentant de voir les choses comme ça, mais n'oublions pas que les jeunes ont des grands-parents auxquels ils pensent. Et donc, en fait, ce schéma-là est un schéma qui me paraît trop simpliste pour expliquer ce qui se passe. Ce qui se passe véritablement, c'est que nous vivons une période de crise. Dans une période de crise, c'est toujours les jeunes qui trinquent. Toujours. Guerre, évidemment. Situation de pandémie, évidemment. Pourquoi ? Parce que justement, dans cette phase de transition entre l'enfance et l'âge adulte, vous avez des moments, des mois, des années, des jours même qui sont clés. Clés pour entrer dans la carrière, clés pour faire les rencontres amoureuses. Il y a des choses qui se passent, qui sont importantes. Et quand il y a crise, ça ne se passe pas. Voilà. Donc, inévitablement, il y a un phénomène tragique ici, c'est une génération qui en bave. Il y a une génération Covid. Voilà, ça, c'est incontestable. Elle rentre dans l'âge adulte dans une période qui est pas facile. Mais de là à dire que, dans une logique de Robin des Bois, on est en train de prendre aux jeunes ce qu'on donne aux vieux, non. Et une société qui dirait « écoutez, j'accepte de sacrifier mes vieux pour la jeunesse » serait aussi scandaleuse qu'une société qui dirait « j'accepte de sacrifier ma jeunesse pour donner aux vieux ». D'ailleurs, on l'a vu dans l'épisode de la canicule, où il y a eu effectivement un oubli du grand âge, ça a créé un choc total. Donc ça prouve bien qu'une société dans son ensemble n'est prête à sacrifier aucune des générations. Pierre-Henri, merci en tout cas pour toutes ces précisions. Mais avant de vous laisser, moi je vous ai imposé un film, Tanguy, que vous aviez déjà vu, évidemment. Mais j'aimerais bien qu'à votre tour, vous me partagiez peut-être un film que vous aimez bien, un film qui n'est pas forcément lié à notre sujet, vraiment un film, voilà, c'est l'instant cinéphile, c'est l'instant Pierre-Henri Tavoyot cinéphile, donc je vous écoute. Écoutez, c'est très émouvant de dire ça, parce que c'est tellement de temps qu'on n'est pas allé au cinéma qu'il faut replonger dans ses souvenirs anciens. Mais moi, il y a un film qui m'a vraiment beaucoup marqué, beaucoup plu, c'est Parasite, qui a été Palme d'Or au Festival de Cannes, et qui était un film extraordinaire, je trouve, d'une richesse incroyable, avec à la fois du côté très réaliste, une dimension sociale, et puis très révélateur en plus de choses qui se passent en Asie qui sont très, très profondes, et puis aussi une dimension fantasmagorique, onirique. Et je trouve que ce film, voilà, c'est celui qui, en y réfléchissant un peu, dans les dernières années, m'a le plus marqué.
Très bon choix, la Palme d'Or, je ne vais pas dire le contraire, et même l'Oscar du meilleur film. Tous les prix pour ce très très grand film qui est Parasite. En tout cas, merci beaucoup Pierre-Henri Tavoyot d'être venu nous donner des nouvelles de l'adultité. Oui, j'insiste, c'est comme ça qu'on dit. C'est le monsieur qui me l'a dit. 7e Science, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve dans un mois pour un nouvel épisode de ce podcast produit par Binge Audio et Sorbonne Université. En attendant, vous êtes parés pour briller dans les dîners.